Le fils du millionnaire a épousé une femme laide contre la volonté de son père. Pourtant, lorsque la mariée a retiré son voile, tout le monde est resté sans voix. Le soleil de juin se déversait à travers les immenses fenêtres de la salle à manger des Duvivier, illuminant l'argenterie et les cristaux disposés avec une précision militaire sur la table en acajou. Jacques Duvivier, silhouette imposante dans son costume sur mesure, contemplait Paris depuis la baie vitrée de son hôtel particulier du 16e arrondissement. Lucas est en retard comme d'habitude, marmonna-t-il en consultant sa montre suisse. Hélène, son assistante depuis 15 ans, hocha la tête sans lever les yeux de son iPad. Monsieur Moreau confirme le dîner de samedi, sa fille Élise sera présente. Un sourire satisfait se dessina sur les lèvres de Jacques. L'union entre son fils et l'héritière de l'empire Moreau Télécommunications n'était plus qu'une formalité. 2 fortunes, 2 empires, une alliance stratégique parfaite. Bien, très bien. La porte s'ouvrit sur Yvonne Blanchard, gouvernante au service des Duvivier depuis 4 décennies, son visage ridé demeurait impassible. Comme toujours, « Monsieur Lucas vient d'arriver, monsieur. » Jacques acquiesça. « Qu'il me rejoigne dans mon bureau. » À quelques kilomètres de là, dans un petit appartement du 20e arrondissement, une femme se tenait devant un miroir. Ses doigts effleurèrent le foulard de soie qui dissimulait partiellement son visage. Elle l'ajusta soigneusement, s'assurant que seuls ses yeux restaient invisibles. 2 prunelles d'un bleu presque violet, d'une intensité troublante. « Manon Perrault » murmura-t-elle, comme pour s'habituer à ce nom qui n'était pas le sien. Sur la table, des copies d'élèves attendaient d'être corrigées. Professeure de littérature dans un lycée modeste, voilà ce qu'elle était devenue, ou plutôt, voilà le personnage qu'elle avait créé de toutes pièces. Son téléphone vibra. « C'est fait », disait le message. « Il est convaincu que la rencontre sera fortuite. » Elle ferma les yeux. Le plan se mettait en marche. 5 années de préparation méticuleuse, d'attente, de transformation. 5 années à préparer sa vengeance. Dans un tiroir verrouillé, une vieille photo jaunissait doucement. Un couple élégant posait devant un jet privé, souriant à l'objectif. Bernard et Suzanne Beaulieu, propriétaires de Beaupharma. L'un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française, mort dans un accident d'avion qui n'avait rien d'accidentel, Aurélie Beaulieu avait officiellement disparu ce jour-là. La presse avait évoqué une jeune femme de 22 ans, gravement brûlée, qui avait préféré s'éclipser après des mois d'hospitalisation. Une histoire tragique, vite oubliée, une parfaite couverture pour renaître en tant que Manon Perrault. « Tu as perdu la tête ?» s'exclama Jacques, frappant du poing sur son bureau en acajou. « Ce projet social dans les quartiers difficiles, c'est de la poudre aux yeux. Notre département de communication s'occupe déjà de notre image. » Lucas Duvivier, 32 ans, resta imperturbable face à la colère paternelle. Grand, élancé, il avait hérité de l'élégance naturelle de sa mère décédée, mais certainement pas du tempérament autoritaire de son père. « Ce n'est pas une question d'image, père. C'est une initiative personnelle. »« Personnelle » cracha Jacques. « Rien n'est personnel quand on porte notre nom. Tu es l'héritier de Duvivier Pharmaceutical. Chaque geste que tu fais engage notre réputation. » Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux bruns. « Le projet démarre demain. J'irai visiter ce lycée et rencontrer les élèves. » Avec ou sans votre bénédiction, Jacques se leva, menaçant. « Ta priorité devrait être de finaliser l'accord avec les Moreau. Élise t'attend. Cette alliance nous ouvrira le marché asiatique. Je n'ai pas l'intention d'épouser une femme que je connais à peine pour des parts de marché, » répliqua Lucas. La voix soudain aussi glaciale que celle de son père, Yvonne entra sans frapper, une habitude qu'elle était la seule à pouvoir se permettre. « Le dîner est servi, messieurs. » Cette nuit-là, dans son lit, Aurélie sortit les documents qu'elle avait mis des années à rassembler. Rapport d'expertise trafiqué, témoignage du mécanicien qui avait été grassement payé pour saboter les freins de l'avion, relevé bancaire prouvant les transactions, tout menait à Jacques Duvivier. Elle revit le visage de son père, cette dernière conversation dans la cuisine familiale. « Jacques sait que nous allons parler. » Les essais cliniques de leurs nouveaux médicaments ont été falsifiés. Des patients sont morts, Aurélie. 3 jours plus tard, l'avion s'écrasait dans les Alpes. Elle ferma les yeux, revivant l'horreur, le feu, la douleur insupportable, les mois d'hôpital, les opérations, et surtout, la décision de disparaître pour mieux renaître sans Yvonne. Rien n'aurait été possible. Et
La vieille gouvernante avait été la nourrice d'Aurélie enfant, quand les Beaulieu et les Duvivier étaient encore amis, avant que la compétition ne transforme Jacques en monstre. C'était elle qui avait fourni les papiers, créé l'identité de Manon, organisé sa nouvelle vie, une loyauté née d'une promesse faite à Suzanne Beaulieu, mais aussi d'une culpabilité dont Aurélie ne comprenait pas encore toute l'ampleur. « Demain, je rencontrerai Lucas Duvivier », murmura-t-elle dans l'obscurité, et ce sera le début de la fin pour son père. À l'aube, Jacques Duvivier était déjà à son bureau, feuilletant les derniers rapports financiers. Son téléphone sonna. « Monsieur Duvivier, ici le docteur Marleau. J'ai les résultats des tests. » Jacques serra les dents. « Parlez. Le médicament présente des effets secondaires graves dans 8% des cas, bien plus que les 0,1% annoncés dans nos publications. Enterrez ces résultats, ordonna Jacques d'une voix sans appel. Notre mise sur le marché est prévue dans 3 mois. Rien ne doit l'entraver. Mais monsieur, éthiquement, nous parlons d'un traitement qui va sauver des millions de vies. Quelques effets secondaires sont un dommage collatéral acceptable, n'est-ce pas, docteur ? Le silence à l'autre bout de la ligne fut éloquent. N'est-ce pas ? Insista Jacques, sa voix devenant menaçante. Oui, monsieur Duvivier, capitula finalement le médecin. Raccrochant, Jacques contempla la photo sur son bureau, Lucas à 10 ans, souriant à côté de sa mère, le seul être qu'il ait jamais véritablement aimé. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour lui garantir un empire invincible. Un jour, son fils comprendrait que certains sacrifices étaient nécessaires. Ce qu'il ignorait, c'est que les fantômes du passé prenaient déjà forme, prêts à réclamer leur dû, et que son précieux fils serait l'instrument involontaire de sa chute. Le lycée Victor Hugo se dressait au cœur du 20e arrondissement comme un îlot de couleurs vives au milieu d'immeubles grisâtres. Lucas Duvivier, habillé avec une simplicité étudiée, Jean de marque et chemise bleu clair sans cravate, descendit de sa voiture avec chauffeur, ignorant les regards curieux des élèves qui traînaient devant l'établissement. « Attendez-moi ici, Antoine », dit-il au chauffeur qui acquiesça discrètement. Le proviseur, un homme rondelet au crâne dégarni, l'accueillit avec une déférence excessive qui mit immédiatement Lucas mal à l'aise. « Monsieur Duvivier, quel honneur ! Votre fondation apporte un souffle d'espoir à notre modeste établissement. » Lucas sourit poliment. « Je suis simplement venu voir comment nous pourrions être utiles, sans tambour ni trompette, si vous le permettez. »« Bien sûr, s'empressa d'acquiescer le proviseur. « J'ai pensé que vous pourriez assister au cours de Madame Perrault. Elle enseigne la littérature au terminal et dirige le projet théâtral dont je vous ai parlé. Un véritable modèle de courage, cette femme. Courage, s'enquit Lucas. Le proviseur baissa la voix. « Vous verrez, elle a survécu à un terrible accident, les cicatrices. Enfin, elle préfère les dissimuler. Mais son esprit, brillant, les élèves l'adorent. » En entendant frapper à la porte de sa salle, Aurélie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait exactement qui entrait. Chaque détail de cette rencontre fortuite avait été minutieusement orchestré, depuis la suggestion faite au proviseur jusqu'à la présence de ses meilleurs élèves aujourd'hui. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Madame Perrault, permettez-moi de vous présenter Monsieur Lucas Duvivier, dont la fondation s'intéresse à notre projet théâtral, annonça le proviseur, visiblement fier. Aurélie se retourna lentement, son foulard de soie violet, drapé avec soin autour de son visage, ne laissant apparaître que ses yeux et une partie de son front. Elle tendit une main gantée. « Enchanté, monsieur Duvivier. Nous parlions justement de Phèdre et de la vengeance des dieux. » Lucas fut immédiatement frappé par l'intensité de ce regard, des yeux d'une couleur si particulière qu'il semblait presque irréel, comme si toute la vie de cette femme s'était réfugiée dans ce seul espace visible de son visage. « Le hasard fait bien les choses, » répondit-il, serrant doucement cette main gantée. « J'adorerais entendre ce que vos élèves en pensent. » Il prit place au fond de la classe, observant avec une curiosité croissante cette femme énigmatique qui parlait avec passion de la fatalité tragique, de la vengeance divine et du prix à payer pour les fautes commises. Sa voix était mélodieuse, cultivée, avec une diction parfaite, qui trahissait une éducation bien plus raffinée que ne le laissait supposer son statut de simple professeur de lycée. Intéressant, pensa Lucas, très intéressant. Et vous trouvez vraiment que la vengeance de Phèdre était justifiée ? Demanda Lucas à Aurélie, alors qu'ils marchèrent dans la cour après le cours.
Le proviseur les ayant laissés seuls sous prétexte d'une urgence administrative, Aurélie choisit ses mots avec soin. La vengeance est rarement une question de justice, monsieur Duvivier. C'est une question d'équilibre. Certaines actions brisent tellement l'ordre des choses que seul un acte tout aussi radical peut restaurer une forme d'harmonie. Lucas l'observait, fasciné par cette femme dont il ne pouvait voir le visage, mais dont les mots le touchaient étrangement. « Vous pouvez m'appeler Lucas », dit-il spontanément. « Dans ce cas, je suis Manon », répondit-elle, se permettant un léger sourire que son foulard dissimula. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux marronnier. Une légère brise printanière agitait les branches, projetant des ombres mouvantes sur le sol. « Votre projet théâtral m'intéresse », reprit Lucas. « Mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment êtes-vous arrivé ici ?» C'était le moment qu'Aurélie avait répété tant de fois dans sa tête, l'histoire soigneusement construite, avec juste ce qu'il fallait de vérité pour la rendre crédible. « Un accident de voiture il y a 5 ans ?» dit-elle doucement. « J'étais en thèse de littérature à la Sorbonne. Une vie sur les rails, promise à un brillant avenir académique, puis un chauffard ivre, et tout a basculé. » Elle toucha son foulard dans un geste étudié. Les brûlures ont guéri, mais pas assez pour être présentable. J'ai quitté la recherche pour enseigner ici. Ces élèves ne jugent pas sur l'apparence. Ils voient au-delà. Lucas hocha la tête, visiblement touché. Je comprends. La vie bascule parfois en un instant. Tu ne comprends rien du tout, pensa Aurélie. Mais tu comprendras. Bientôt, Yvonne astiquait méticuleusement l'argenterie. Quand Lucas rentra, plus tard que prévu, elle remarqua immédiatement son expression pensive, presque troublée. « Le dîner est servi dans 20 minutes, monsieur Lucas. Votre père est déjà à table. » Lucas acquiesça distraitement. « Yvonne, connaissiez-vous une famille nommée Beaulieu? Des amis de père, peut-être ?» La vieille gouvernante se figea imperceptiblement avant de reprendre son asticage. « Les Beaulieu, pourquoi cette question ? Un nom mentionné aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé familier. » Yvonne posa lentement le couvert qu'elle nettoyait. « Votre père et Bernard Beaulieu étaient associés, autrefois, avant votre naissance. Pourquoi cette question soudaine ?» Lucas haussa les épaules. « Simple curiosité, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, une femme fascinante. »« Une femme ?» répéta Yvonne, soudain alerte. « Une professeure, Manon Perrault. Elle enseigne dans ce lycée que je soutiens. Il y a quelque chose chez elle. Je n'arrive pas à l'expliquer. » Le visage d'Yvonne demeura impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. « Ne faites pas attendre votre père, monsieur Lucas. Vous savez combien il déteste cela. » Ce soir-là, Aurélie raya une date sur son calendrier. Première rencontre, accomplie, Lucas avait mordu à l'hameçon, exactement comme prévu. Sa curiosité était piquée, son intérêt éveillé, son téléphone vibra. Un message d'Yvonne. « Il a mentionné ton nom, sois prudente. » Aurélie sourit. Le nom des Beaulieu, elle l'avait délibérément glissé dans la conversation, une référence anodine à un prétendu auteur qu'elle appréciait, une graine plantée dans l'esprit de Lucas, qui germerait lentement. Elle sortit son journal intime et nota ses impressions. Lucas Duvivier n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Elle s'attendait à un héritier arrogant, un fils à l'image du père. Au lieu de cela, elle avait rencontré un homme réfléchi, attentif, presque doux. Ça n'a pas d'importance, se dit-elle fermement. Il reste le fils de l'homme qui a tué mes parents, l'instrument de ma vengeance. Pourtant, en fermant les yeux cette nuit-là, ce n'est pas l'image de Jacques Duvivier effondré qu'elle visualisait, mais le regard curieux et bienveillant de Lucas posé sur elle. Un léger malaise l'envahit. Se pourrait-il que la compassion qu'elle avait feint de ressentir face à cet homme soit en train de devenir réelle, ridicule, murmura-t-elle dans le noir. « Tu vaux mieux que ça, Aurélie. » Demain, elle recevrait un message de Lucas, proposant de financer le projet théâtral de son lycée. Elle accepterait avec une réticence calculée, puis viendrait l'invitation à dîner, qu'elle déclinerait d'abord, avant d'accepter la seconde. Chaque étape était prévue, chaque réaction anticipée. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était cette étrange sensation dans sa poitrine à l'idée de le revoir. Un sentiment qui ressemblait dangereusement à de l'impatience. « Vous êtes une femme mystérieuse, Manon Perrault. » La voix de Lucas résonnait dans le petit restaurant du Marais, où il dînait pour la 3e fois en 2 semaines. Un endroit discret, aux lumières tamisées,
Parfait pour une femme qui prétendait vouloir dissimuler son visage au regard curieux, Aurélie sourit derrière son foulard, désormais devenu sa signature. Elle avait appris à manger discrètement, relevant légèrement le tissu pour porter les aliments à sa bouche, dans un balai élégant qui intriguait Lucas sans jamais lui donner l'occasion d'apercevoir ce visage qu'elle cachait si soigneusement. « Le mystère est parfois la seule protection dont nous disposons », répondit-elle en sirotant son vin à travers une paille fine. Autre astuce qu'elle avait perfectionnée, protection contre quoi? La pitié, les regards, les jugements. Lucas l'observait avec une intensité qui la troublait malgré elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre, et chaque interaction suivait scrupuleusement le plan qu'elle avait établi. Pourtant, quelque chose d'imprévu se produisait, une connexion qu'elle n'avait pas anticipée. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit soudain Lucas. « Si vous me faites confiance, voilà qui n'était pas au programme. » Aurélie hésita, pesant rapidement le pour et le contre. Maintenant, il acquiesça, ses yeux brillant d'une excitation presque enfantine. La voiture s'engagea dans une ruelle étroite du 5e arrondissement, loin des quartiers huppés où vivaient les Duvivier. Lucas guida Aurélie vers un immeuble ancien dont la façade discrète ne révélait rien de particulier. « Mon père ignore tout de cet endroit », expliqua-t-il en déverrouillant une porte massive. L'intérieur révéla un espace lumineux au haut plafond, un loft entièrement rénové qui servait d'atelier d'art. Des toiles inachevées s'alignaient contre les murs, des pinceaux et des tubes de peinture couvraient une grande table en bois brut. L'odeur d'huile de lin et de térébenthine imprégnait l'air. « Je ne savais pas que vous étiez peintre », murmura Aurélie, sincèrement surprise. Lucas haussa les épaules avec une modestie touchante. « Mon père considère l'art comme une perte de temps. J'ai appris à garder cette passion secrète, comme vous gardez votre visage. Nous avons chacun nos jardins secrets, n'est-ce pas ?» Cette révélation inattendue déstabilisa Aurélie, le fils de Jacques Duvivier. Cet homme impitoyable obsédé par le profit nourrissait une passion artistique qu'il devait dissimuler à son propre père. Cela ne cadrait pas avec l'image qu'elle s'était faite de la famille, avec le récit qu'elle s'était construit. Lucas s'approcha d'une toile recouverte d'un drap. « J'ai commencé quelque chose, inspiré par vous. » Il hésita. Soudain vulnérable. « Je comprendrais que vous trouviez cela déplacé. » Aurélie retint son souffle tandis qu'il dévoilait la peinture. Ce n'était pas un portrait au sens conventionnel. Lucas avait peint une silhouette féminine de dos, enveloppée de voiles colorées qui semblaient danser autour d'elle. Seul un œil était visible, d'un bleu-violet saisissant, regardant par-dessus son épaule. C'était abstrait et pourtant intensément évocateur. « C'est ainsi que je vous vois », expliqua-t-il doucement. Pas comme quelqu'un qui se cache, mais comme quelqu'un enveloppé dans une danse de couleurs et de mystères. Aurélie sentit sa gorge se nouer. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis leur rencontre, ces mots n'étaient pas calculés. Dans la pénombre de sa chambre, Jacques Duvivier examinait les premiers rapports de l'agence de détectives qu'il avait engagée. Manon Perrault, 32 ans, professeur de littérature, diplômé de la Sorbonne, victime d'un grave accident de voiture en 2020. Les informations semblaient cohérentes, et pourtant, quelque chose clochait, certains détails manquèrent de substance, comme si cette femme n'avait commencé à exister que récemment. « Elle a ensorcelé mon fils », grommela-t-il à Yvonne qui disposait discrètement une tasse de tisane sur sa table de nuit. La vieille gouvernante garda un visage impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Lucas est un homme adulte, capable de choisir ses fréquentations. Osa-t-elle remarquer? Jacques lui lança un regard noir. Il est naïf, toujours prêt à voir le bien chez les autres, cette femme, avec son visage caché et ses grands airs de martyr. Elle veut quelque chose, j'en suis certain. Yvonne s'inclina légèrement. Si monsieur n'a plus besoin de moi... Attendez, l'interrompit Jacques, plissant les yeux. Vous avez travaillé pour beaucoup de familles parisiennes avant nous. Vous n'auriez pas connu cette Perrault, par hasard. Non, monsieur, répondit Yvonne, soutenant son regard sans ciller. 40 années au service des Duvivier lui avaient appris à mentir parfaitement lorsque c'était nécessaire. Tu prends des risques insensés, reprocha Yvonne à Aurélie lors de leur rencontre hebdomadaire au jardin du Luxembourg. 2 vieilles dames nourrissant les pigeons. Voilà comment elles apparaissaient aux passants. Personne n'aurait pu deviner que l'une d'elles était en réalité une jeune femme habilement grimée. Lucas est différent de ce que j'imaginais, admit Aurélie à voix basse. Il a une sensibilité que son père ne te laisse pas attendrir.
coupa sèchement Yvonne. Les Duvivier sont tous les mêmes. Jacques a engagé des détectives. Ils fouillent dans ton passé. Aurélie sentit un frisson la parcourir. Les documents sont inattaquables. Tu t'en es assuré toi-même. Pour l'instant, concéda la vieille femme. Mais chaque jour qui passe augmente les risques. Jacques sent quelque chose. Il m'a posé des questions à ton sujet. Est-ce qu'il se souvient des Beaulieu ? Le regard d'Yvonne s'assombrit. Il ne prononce jamais leur nom, mais certains fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Lucas n'avait jamais ressenti cela pour une femme. Cette fascination qui le consumait jour et nuit. Manon Perrault n'était pas seulement belle dans sa mystérieuse façon de se dissimuler, elle était brillante. Cultivée, capable de discussions passionnantes sur la littérature, l'art, la philosophie, il avait presque honte de l'admettre, mais ses cicatrices, celles qu'il n'avait jamais vues, le rendaient encore plus curieux, non par morbidité, mais parce qu'il sentait que derrière ce voile se cachait une femme d'une force extraordinaire. « Lucas, tu m'écoutes ?» La voix agacée de son père le ramena brutalement à la réalité. Ils étaient dans la salle de conférence de Duvivier Pharmaceutical, au milieu d'une réunion stratégique avec le conseil d'administration. « Pardonnez-moi, j'étais distrait », s'excusa-t-il. Jacques le fusilla du regard. « Je disais que ta présence au gala des Moreau samedi est non négociable. Élise s'attend à t'y voir. » Lucas serra les dents. Cette comédie du prétendant avait assez duré. J'ai d'autres projets pour samedi. Un silence glacial s'abattit sur la salle de conférence. Les membres du conseil échangèrent des regards gênés. « Ah messieurs, pourriez-vous nous laisser ?» demanda Jacques d'une voix dangereusement calme. Une fois seul, le masque de civilité de Jacques tomba. « Cette institutrice défigurée te fait perdre la raison. Tu crois que je ne suis pas au courant ? Toute notre stratégie d'expansion repose sur cette alliance avec les Moreau. »« Je ne suis pas une marchandise, père, » répliqua Lucas, les poings serrés. « Et Manon n'est pas une institutrice défigurée. Elle est brillante et courageuse. » Jacques éclata d'un rire méprisant. « Courageuse. Elle se cache derrière un voile. Qu'est-ce que tu sais vraiment d'elle ? As-tu vu son visage au moins ?» Lucas garda le silence, soudain troublé par cette question. « C'est bien ce que je pensais, » conclut Jacques avec un sourire satisfait. « Elle te manipule, mon fils, et tu es trop aveuglé pour le voir. » Cette nuit-là, Aurélie contempla son vrai visage dans le miroir. Pas de cicatrice, pas de brûlure, juste la beauté classique héritée de sa mère. Ses traits fins qui avaient fait la couverture des magazines économiques quand elle était encore l'héritière des Beaulieu, son téléphone vibra. Un message de Lucas. « Je dois vous voir. Des choses à éclaircir. L'heure de vérité approchait. Plus vite que prévu. » Elle toucha son reflet du bout des doigts. Combien de temps pourrait-elle maintenir cette mascarade ? Et surtout, voulait-elle encore la maintenir ? Le plan initial était simple. Se rapprocher de Lucas, gagner sa confiance, accéder à la famille Duvivier, puis dévoiler la vérité et détruire Jacques de l'intérieur. Mais rien n'était simple désormais. Elle commençait à éprouver des sentiments qu'elle n'avait pas anticipés, des sentiments dangereux pour sa vengeance. « Que fais-tu, Aurélie ?» murmura-t-elle à son reflet. « N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas pourquoi tu es ici. » Mais en répondant au message de Lucas, acceptant de le rencontrer le lendemain, elle savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible, la ligne ténue entre la vengeance calculée et un jeu émotionnel où elle risquait de perdre bien plus que son identité d'emprunt. L'aube teintait à peine le ciel de Paris lorsque Lucas prit sa décision. Toute la nuit, les mots de son père avaient tourné dans son esprit. « Qu'est-ce que tu sais vraiment d'elle ?» Cette question, simple en apparence, l'avait hanté jusqu'aux premières lueurs du jour. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de François Mercier, un ami d'enfance devenu journaliste d'investigation. « J'ai besoin d'un service, » dit-il sans préambule. Discrètement, 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un café anonyme du 11e arrondissement. « Manon Perrault », répéta François en notant le nom, « et tu dis qu'elle enseigne au lycée Victor Hugo depuis 3 ans environ. Avant ça, elle était à la Sorbonne, en thèse de littérature. Un accident a tout bouleversé. » François leva un sourcil interrogateur. « Et tu veux que je vérifie son passé parce que... » Lucas passa une main nerveuse dans ses cheveux, « parce que je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. » Aurélie ajusta son foulard une dernière fois avant d'ouvrir la porte de son appartement. Lucas se tenait là, une expression indéchiffrable sur le visage. « Merci de me recevoir si tôt, » dit-il. Son ton était différent, plus mesuré. Elle l'invita à entrer,
consciente du désordre calculé de son petit appartement. Des livres empilés partout, des copies d'élèves étalées sur la table à manger. L'image parfaite d'une vie modeste de professeur passionné. Votre message semblait urgent, répondit-elle, maintenant une distance prudente. Lucas resta debout, comme s'il n'osait pas s'asseoir. Ses yeux parcouraient l'appartement, s'arrêtant sur chaque détail, comme s'il cherchait quelque chose. « Je vais être direct, Manon. J'ai des sentiments pour vous, des sentiments forts. » Aurélie sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement ce qu'elle avait planifié, et pourtant, « Mais je réalise que je ne sais presque rien de vous, » poursuivit-il. « Vous connaissez ma vie, ma famille, mon monde. Et vous, j'accepte vos cicatrices, votre besoin de vous protéger. Mais j'ai besoin de sincérité. De la sincérité, pensa-t-elle amèrement. Si seulement tu savais. Que voulez-vous savoir? Demanda-t-elle doucement. Tout. Votre famille, vos amis d'avant l'accident, vos rêves. Elle s'approcha de la fenêtre. Gagnant quelques secondes pour rassembler ses pensées, chaque détail de son histoire fictive avait été méticuleusement construit, chaque élément soigneusement mémorisé. « Je n'ai plus de famille », commença-t-elle. « Mes parents sont morts quand j'étais adolescente. Un oncle m'a élevée en Provence. Il est décédé l'année dernière. » Lucas l'écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais les siens, les seuls éléments de son visage qu'elle laissait visibles. Quant à mes amis d'avant, elle laissa échapper un soupir étudié. Quand votre visage devient un objet de pitié ou de répulsion, vous découvrez rapidement qui sont vos vrais amis, et ils sont rares. Elle récita son histoire avec une émotion maîtrisée, observant Lucas qui buvait ses paroles. Il semblait convaincu, et pourtant, quelque chose dans son regard avait changé. Tout est parfaitement cohérent, constata Jacques, en reposant le rapport préliminaire que lui avait remis l'agence de détective. Trop parfait, justement, comme si quelqu'un avait créé cette vie de toutes pièces. Il se tenait devant la fenêtre de son bureau, contemplant Paris qui s'étendait à ses pieds. La ville lui avait toujours donné l'impression d'être un royaume dont il était le souverain invisible. Un empire qu'il entendait léguer intact à son fils. « Continuez à creuser », ordonna-t-il au détective assis face à lui. « Élargissez le champ des recherches. Si cette femme cache quelque chose, je veux savoir quoi. » Le détective hocha la tête. « Il y a quelque chose d'étrange avec les dossiers médicaux. Ils existent. Mais personne ne semble se souvenir précisément de cette patiente à l'hôpital où elle aurait séjourné. » Un sourire froid étira les lèvres de Jacques. « Voilà qui devient intéressant. Je vais épouser Manon Perrault. » La déclaration de Lucas tomba comme un couperet au milieu du dîner familial. Jacques reposa lentement sa fourchette, son visage se figeant dans un masque d'incrédulité. « Je te demande pardon. Tu m'as bien entendu, père. Je vais demander Manon en mariage. » Un silence assourdissant s'abattit sur la salle à manger. Yvonne, qui servait le vin, faillit renverser la carafe. « C'est hors de question », articula finalement Jacques, chaque syllabe suintant de rage contenue. « Les Moreau, oublie les Moreau », coupa Lucas, frappant la table du plat de la main. « Je ne suis pas un pion dans tes stratégies commerciales. Je suis un homme, avec des sentiments, des choix, et j'ai choisi Manon. » Jacques se leva lentement, imposant sa stature. « Une professeure défigurée et sans nom va détruire notre dynastie. » « Notre dynastie ?» répéta Lucas avec un rire amer. « Tu veux dire ton empire construit sur quoi, exactement? Combien de vies as-tu sacrifiées sur l'autel du profit, père? Combien de rapports médicaux as-tu falsifiés ?» Les deux hommes se toisèrent maintenant, séparés par la table, mais aussi par un gouffre d'incompréhension qui n'avait cessé de s'élargir au fil des années. « Tu ne sais rien des sacrifices nécessaires ?» siffla Jacques. « Rien des décisions difficiles qu'un homme doit prendre pour protéger ce qui lui appartient? C'est justement ce dont j'ai peur, » répliqua Lucas. « J'ai passé ma vie à t'idolâtrer, à chercher ton approbation. Mais aujourd'hui, je vois clairement. Et je refuse de devenir comme toi. » Jacques pâlit sous l'insulte. « Si tu franchis cette porte avec cette décision, tu ne seras plus mon fils. Je te déshériterai. » Lucas ne sia pas. « Alors je ne suis plus ton fils. » Yvonne, témoin silencieuse de cette rupture, sentit son cœur se serrer. Le plan d'Aurélie fonctionnait à la perfection. Trop parfaitement. Les événements s'accélérèrent d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. « Il a quoi ?» Aurélie se leva d'un bond, dévisageant Yvonne qui venait d'entrer dans son appartement. « Il compte te demander en mariage », répéta la vieille gouvernante, le visage grave.
Il l'a annoncé à son père ce soir, ils ont rompu. Jacques l'a déshérité. Aurélie s'assit lentement, sous le choc. Cela n'aurait pas dû arriver si vite. La progression de sa relation avec Lucas devait être graduelle, contrôlée, lui donnant le temps d'accéder aux documents compromettants dans le coffre de Jacques, de rencontrer les anciens partenaires des Beaulieu, de tisser sa toile patiemment. « C'est trop tôt », murmura-t-elle. Yvonne la fixa intensément. « Es-tu certaine que c'est toujours de la vengeance qu'il s'agit ?» Aurélie détourna le regard, incapable de soutenir celui de la vieille femme. « Bien sûr, pourquoi d'autre ? L'amour, peut-être ?» suggéra doucement Yvonne. « J'ai vu comment tu parles de lui, comment ton visage s'illumine. Ne sois pas ridicule, » trancha Aurélie. « Il est le fils de l'homme qui a tué mes parents, le fils du monstre qui a détruit ma vie. » Yvonne s'approcha et posa une main ridée sur la joue d'Aurélie. La haine et l'amour sont parfois si proches qu'on ne distingue plus la frontière entre les deux. Plus tard, cette nuit-là, Lucas se tenait devant la petite boîte en velours noir posée sur sa table de chevet, à l'intérieur. Un solitaire magnifique, non pas une bague ostentatoire comme l'aurait choisi son père, mais une pièce délicate, élégante, digne de la femme à qui il comptait l'offrir. Son téléphone vibra. Un message de François. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange. On peut se voir demain. » Lucas fronça les sourcils, que pouvait bien avoir découvert son ami. Un doute fugace traversa son esprit, rapidement balayé par l'image de ses yeux bleu-violet, qui le hantaient jour et nuit. Demain, il demanderait Manon en mariage. Demain, il tournerait définitivement le dos au monde de son père, à cet univers de compromission et de mensonges qu'il avait toujours secrètement méprisé. Il ne savait pas encore que le destin avait prévu une toute autre suite pour leur histoire, que les fantômes du passé s'apprêtaient à surgir, balayant tout sur leur passage, y compris les fragiles fondations de cet amour né sous le signe du mensonge. Elle n'existe pas, Lucas. François Mercier fit glisser un dossier sur la table du petit café où il s'était donné rendez-vous. Dehors, la pluie battait les vitres, transformant Paris en une aquarelle aux contours flous. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répliqua Lucas, agacé. « Bien sûr qu'elle existe, je la connais depuis des semaines. Manon Perrault existe, oui, sur le papier. » François ouvrit le dossier, révélant des photocopies de documents. Carte d'identité, numéro de sécurité sociale, diplôme, tout est là. Impeccable. Trop impeccable. Lucas parcourut les documents, perplexe. Et alors, j'ai parlé à 3 anciens doctorants de la Sorbonne qui étaient en thèse à l'époque où elle prétend y avoir étudié. Personne ne se souvient d'elle. François baissa la voix. Quant à l'accident, j'ai vérifié les archives des hôpitaux parisiens. Une Manon Perrault a bien été admise après un accident de voiture. Mais les dossiers médicaux sont étonnamment succincts, et le médecin qui l'aurait suivi a pris sa retraite au Canada 2 mois après. Introuvable. Lucas sentit un malaise l'envahir. Où veux-tu en venir ? Je crois que ta Manon Perrault est une identité fabriquée. Une création de toutes pièces. La question est, qui se cache derrière ce foulard ? Et pourquoi ? Aurélie terminait de corriger ses copies quand son téléphone sonna, en voyant le nom de Lucas s'afficher. Son cœur fit un bond. Depuis l'annonce fracassante à son père, il n'avait pas donné de nouvelles. 2 jours de silence qui l'avaient de plonger dans une anxiété croissante. « Lucas, nous devons parler. » Sa voix était différente, froide, distante. Maintenant, elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Je termine mes cours dans 1 heure. Je t'attendrai devant le lycée. » Le tutoiement soudain la frappa comme une gifle. Quelque chose avait changé. « Monsieur Duvivier. » Jacques leva les yeux de ses documents, agacé par l'interruption. « Le détective Moreau est là, » annonça sa secrétaire. « Il dit que c'est urgent. » Le détective entra, portant une enveloppe qui semblait brûler entre ses doigts. « J'ai trouvé quelque chose, monsieur. » Il déposa l'enveloppe sur le bureau avec une révérence mêlée de crainte. « C'est troublant. » Jacques ouvrit l'enveloppe et en sortit une vieille photographie, le portrait d'une jeune femme d'une 20aine d'années, aux yeux d'un bleu-violet saisissant, Aurélie Beaulieu, expliqua le détective. La fille de Bernard et Suzanne Beaulieu, supposément morte dans le même accident d'avion que ses parents. Il y a 5 ans, mais son corps n'a jamais été formellement identifié. Jacques fixa la photographie, son visage devenant livide. Ses yeux, il les avait aperçus une fois, brièvement, lors d'une rencontre organisée par Lucas.
Ces yeux qu'il n'avait pas vus depuis des années, mais qu'il avait hantés dans ses cauchemars. « Impossible, murmura-t-il. J'ai vu les rapports. L'avion s'est écrasé dans les Alpes. Personne n'a survécu. Un corps n'a jamais été retrouvé, insista le détective. Et regardez, il posa une autre photo. Un montage informatique montrant le visage d'Aurélie Beaulieu juxtaposé aux yeux visibles de Manon Perrault. La correspondance était frappante. Jacques sentit son sang se glacer. Si Aurélie Beaulieu avait survécu, si elle savait pour le sabotage de l'avion, si elle s'était rapprochée de Lucas pour se venger, « Trouvez-la », ordonna-t-il d'une voix rauque. « Trouvez-la immédiatement !» La pluie avait cessé. Laissant la cour du lycée luisante et déserte, Lucas attendait, adossé à sa voiture, le visage fermé, en apercevant Aurélie qui s'avançait vers lui. Il sentit son cœur se serrer. Malgré les doutes, malgré les révélations de François, il ne pouvait nier ce qu'il ressentait pour elle. « Bonjour », dit-elle prudemment, consciente de la tension qui émanait de lui. Sans un mot, Lucas lui tendit une photographie. Aurélie la prit et sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était elle, Aurélie Beaulieu, lors d'un gala de charité, quelques mois avant l'accident. Les mêmes yeux, le même sourire qu'elle dissimulait maintenant sous son foulard. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Lucas, sa voix tremblante de colère et de douleur. Aurélie resta silencieuse, son esprit tournant à toute vitesse, nier, inventer une nouvelle histoire, ou peut-être, enfin, dire la vérité. « Réponds-moi » exigea Lucas, saisissant son bras. « Tout ce temps, tu m'as menti. Pourquoi ? Pas ici, » murmura-t-elle, soudain consciente des regards curieux des élèves qui sortirent du lycée. « Allons ailleurs. » Yvonne s'affairait dans la cuisine des Duvivier quand son téléphone vibra. Un message d'Aurélie. « Il sait. » La vieille gouvernante ferma les yeux, saisie d'un vertige. Tout s'accélérait, tout échappait à leur contrôle. Elle entendit la porte d'entrée claquer violemment. Jacques apparut dans l'encadrement de la cuisine, le visage déformé par une rage qu'elle ne lui avait jamais vue. « Vous le saviez ?» accusa-t-il, brandissant la photographie d'Aurélie Beaulieu. « Vous saviez qui elle était ?» Yvonne recula, heurtant le comptoir de la cuisine. Après 40 ans de service, son masque d'impassibilité se fissura enfin. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. »« Menteuse !» hurla Jacques. « Vous étiez la nourrice des Beaulieu avant de venir chez nous. Vous avez élevé cette fille. » Il s'approcha, menaçant. « Vous avez aidé Aurélie Beaulieu à créer cette identité de Manon Perrault. Vous l'avez aidée à s'infiltrer dans notre famille, à séduire mon fils. » Yvonne se redressa, abandonnant enfin les prétentions. « Oui, » admit-elle, une dignité nouvelle dans sa voix. « J'ai aidé Aurélie, parce que vous avez tué ses parents, Jacques. Vous avez saboté cet avion pour les faire taire. » Jacques blêmit. « Vous n'avez aucune preuve. » Aurélie en a, des preuves irréfutables que Bernard avait rassemblées contre vous, sur les tests cliniques falsifiés, sur les patients morts, sur la corruption. Un rire amer échappa à Jacques. « Et elle compte utiliser mon propre fils contre moi. Brillant, vraiment brillant. » Il se détourna brusquement, attrapant son téléphone. « Je vais mettre fin à cette mascarade. » Dans le loft secret de Lucas, Aurélie se tenait immobile devant la fenêtre. Elle avait retiré son foulard, révélant enfin son visage, un visage sans cicatrice, d'une beauté à couper le souffle. « Tu n'as jamais eu d'accident de voiture », constata Lucas, assis à distance, comme s'il craignait de s'approcher. Tout était un mensonge. « Pas tout », murmura Aurélie. « Pas ce que j'ai ressenti pour toi. » Un rire sans joie échappa à Lucas. « Comment pourrais-je te croire maintenant ?» Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Je suis Aurélie Beaulieu, la fille de Bernard et Suzanne Beaulieu. Ils ne sont pas morts dans un accident d'avion, Lucas. Leur avion a été saboté. » Lucas se figea. « Saboté? Par qui? Par ton père ?» Le silence qui suivit cette révélation sembla durer une éternité. Lucas la fixait, incrédule. « C'est absurde. Mon père est impitoyable en affaires, mais il n'est pas un meurtrier. Mes parents allaient révéler que Duvivier Pharmaceuticals avait falsifié des tests cliniques, » expliqua Aurélie, sa voix devenant plus ferme. « Un médicament phare de votre entreprise causait des effets secondaires mortels. Mon père avait les preuves. Ton père a choisi de le faire taire. Définitivement. » Lucas secouait la tête, refusant d'y croire. « Si c'est vrai, pourquoi ne pas aller à la police ?
Avec quelle preuve? Ton père a fait disparaître les documents, les témoins se sont évaporés, j'étais la seule survivante, et on me croyait morte. » Elle s'approcha lentement de lui. « J'ai passé 5 ans à rassembler des preuves, Lucas, à planifier ma vengeance. Je voulais m'infiltrer dans ta famille. Gagner ta confiance, accéder aux documents de ton père, et m'utiliser, compléta-t-il amèrement. Au début, oui, avoua-t-elle. Mais ensuite, leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions contradictoires, colère, trahison, mais aussi ce lien indéniable qui s'était tissé entre eux. « Je suis tombée amoureuse de toi, » murmura-t-elle. C'était la seule chose que je n'avais pas prévue. Le téléphone de Lucas vibra. Un message de son père. « Rentre immédiatement. Je sais tout sur ta prétendue fiancée. Elle te manipule. » Lucas fixa l'écran, puis leva les yeux vers Aurélie. « Il sait qui tu es. » Une lueur de panique traversa le regard d'Aurélie. Tout se précipitait. Le piège qu'elle avait si méticuleusement élaboré se refermait, mais pas comme elle l'avait prévu. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle doucement. Lucas se leva, son expression indéchiffrable. « Je vais découvrir la vérité, toute la vérité. » La cathédrale Saint-Louis des Invalides resplendissait sous le soleil printanier. Ses dorures captèrent la lumière, projetant des éclats lumineux sur les invités qui gravissaient lentement les marches. Une collection impressionnante de limousines noires s'alignait le long de l'esplanade, déversant un flot continu de la haute société parisienne. Dans une suite du Plaza Athénée, Aurélie contemplait sa robe de mariée, une création sur mesure de dentelle ivoire et de soie. À ses côtés, une styliste apportait les dernières retouches à sa coiffure, tandis qu'une maquilleuse s'affairait autour de son visage, son vrai visage, qu'elle avait décidé de révéler au monde aujourd'hui. « Vous êtes magnifique, mademoiselle », murmura la maquilleuse. Admirative, Aurélie resta silencieuse, fixant son reflet dans le miroir. Comment en était-elle arrivée là? 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette confrontation avec Lucas dans son loft, 3 semaines d'une intensité presque insoutenable. Elle revoyait encore son expression quand, après avoir quitté le loft, ils s'étaient rendus ensemble à la banque, où elle conservait les preuves contre Jacques. Les documents étaient irréfutables. Témoignages, rapports d'expertise sur les débris de l'avion, transactions financières suspectes. Le visage de Lucas s'était décomposé au fil de sa lecture. « Mon père est un meurtrier », avait-il murmuré, anéanti. Cette nuit-là, ils avaient parlé jusqu'à l'aube, de vérité, de justice, de rédemption, et contre toute attente, leur amour avait survécu à ces révélations, transformé, certes, plus grave, plus profond, mais plus fort aussi d'une certaine façon. « J'ai une idée », avait finalement déclaré Lucas, « une façon de rendre justice à tes parents et de sauver l'héritage des miens. » Le plan était audacieux, presque fou. Maintenir les apparences, annoncer leur fiançailles publiquement, organiser un mariage fastueux où toute la haute société parisienne serait conviée, et là, devant témoins, révéler la vérité sur Jacques Duvivier. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Yvonne, interrompant ses souvenirs en entrant dans la suite. La vieille gouvernante semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Le poids des secrets, sans doute. Aurélie hocha la tête. « C'est le seul moyen. Jacques ne laissera jamais la justice suivre son cours. Il a trop d'influence, trop de pouvoir. La seule façon de l'atteindre, c'est de le confronter publiquement, de détruire ce qu'il chérit le plus, sa réputation. » Yvonne s'approcha, ajustant délicatement le voile de mariée. Non pas celui qui avait dissimulé le visage d'Aurélie pendant des mois, mais un voile traditionnel, transparent, qui mettait en valeur sa beauté. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », murmura la vieille femme. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Jacques Duvivier ajusta sa cravate devant le miroir de sa chambre. À 63 ans, il restait imposant. Son charisme intact, malgré les rides qui creusaient son visage. Aujourd'hui, il jouait le rôle du père comblé, accueillant une nouvelle fille dans sa famille. Un rôle qu'il interprétait à la perfection, malgré la rage qui bouillonnait en lui. Ces 3 dernières semaines avaient été un cauchemar. Lucas annonçant ses fiançailles avec Manon Perrault, les félicitations de leurs associés, les articles dans la presse économique, et lui, forcé de sourire, d'approuver, sachant parfaitement qui se cachait derrière ce nom d'emprunt, il avait tenté de parler à Lucas, de lui révéler la véritable identité de sa fiancée. Mais son fils l'avait devancé.
Je sais qui elle est, père. Je sais tout. Sur l'accident d'avion, sur les tests cliniques falsifiés. Jacques avait blêmi. Tu ne peux pas croire ces mensonges. J'ai vu les preuves. Ils s'étaient affrontés du regard, deux volontés inflexibles. Puis Lucas avait ajouté, d'une voix glaciale. 2 options s'offrent à toi. Soit tu acceptes ce mariage, tu joues le jeu jusqu'au bout, et ensuite, nous négocierons discrètement comment gérer cette situation. Soit je porte immédiatement ces documents à la justice. À toi de choisir. Jacques avait choisi la première option, pour gagner du temps, pour préparer sa contre-attaque. Car Jacques Duvivier ne perdait jamais, et certainement pas face à la fille de son ancien rival. Il ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit un petit coffret, à l'intérieur. Une seringue remplie d'un liquide transparent. Une dose fatale du même médicament dont Bernard Beaulieu avait voulu révéler la dangerosité. Une poésie macabre qui ne lui échappait pas. L'immense nef de la cathédrale était comble. Au premier rang, des ministres côtoyaient des PDG du CAC 40. Plus loin, des célébrités et l'élite parisienne. Et parmi eux, discrètement placés selon les instructions d'Aurélie, d'anciens collaborateurs des Beaulieu, des journalistes d'investigation, et même, incognito, un procureur que Lucas avait convaincu d'assister à la cérémonie, au fond de l'église. Lucas attendait, splendide dans son smoking. Son visage affichait une sérénité qui masquait l'anxiété qui lui nouait l'estomac. Tout se jouait aujourd'hui, la vérité, la justice, leur avenir à tous. Jacques prit place à ses côtés, impeccable dans son rôle de père fier. « Tu fais une grave erreur, mon fils, » murmura-t-il. « L'erreur serait de te ressembler, » répliqua Lucas à voix basse. La musique s'éleva, majestueuse. Les portes de la cathédrale s'ouvrirent, et Aurélie apparut. Un murmure parcourut l'assistance. Tous s'attendaient à voir cette mystérieuse femme au visage voilé dont on parlait tant. Au lieu de cela, ils découvraient une beauté à couper le souffle, au visage parfaitement intact. S'avançant d'un pas assuré dans l'allée, Jacques se raidit, voir Aurélie Beaulieu en chair et en os. Sans son déguisement, raviva des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Ce visage lui rappelait tellement Suzanne Beaulieu, la femme que, autrefois, il avait secrètement convoitée avant qu'elle ne choisisse Bernard. Aurélie progressait lentement vers l'autel, son regard fixé sur Lucas, dans ses mains tremblantes. Elle ne tenait pas un bouquet, mais une enveloppe scellée, contenant les preuves qui allaient détruire Jacques Duvivier. Lorsqu'elle atteignit l'autel, Lucas lui prit les mains, une lueur d'admiration dans les yeux. « Tu es prête » murmura-t-il. Elle hocha imperceptiblement la tête. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant sous les voûtes séculaires. Jacques, debout juste derrière son fils, sentait une sueur froide couler le long de son dos. Sa main se crispa sur le petit coffret dans sa poche. Au moment des vœux, Aurélie fit un pas en avant. Son regard balaya l'assemblée avant de se poser sur Jacques. « Avant de prononcer mes vœux, j'ai une confession à faire. » Un silence pesant s'abattit sur la cathédrale. « Je ne m'appelle pas Manon Perrault. » Des murmures confus s'élevèrent parmi les invités. « Mon nom est Aurélie Beaulieu, fille de Bernard et Suzanne Beaulieu. » Les murmures devinrent un brouhaha. Au premier rang, plusieurs anciens associés des Beaulieu se redressèrent, stupéfaits. « Mes parents ne sont pas morts dans un accident d'avion, » poursuivit Aurélie, sa voix gagnant en assurance. « Leur avion a été saboté. » Elle ouvrit l'enveloppe, en sortit les documents. « J'ai ici les preuves qu'un homme a ordonné ce sabotage pour empêcher mes parents de révéler un scandale sanitaire majeur. Cet homme est... » « Attendez !» La voix d'Yvonne résonna, interrompant Aurélie. La vieille gouvernante s'avançait dans l'allée centrale, portant une petite boîte en bois. « Il est temps de révéler le dernier secret », déclara-t-elle, s'approchant de Jacques. Le visage d'Aurélie refléta la confusion. Ce n'était pas prévu. Yvonne agissait de son propre chef, déviant du plan qu'ils avaient méticuleusement élaboré. La gouvernante tendit la boîte à Jacques, qui la prit machinalement. « Ouvrez-la », ordonna-t-elle. Maintenant, les mains de Jacques tremblaient légèrement lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, une lettre jaunie par le temps et une vieille photographie. Son visage se décomposa en reconnaissant l'écriture sur l'enveloppe, celle de Claire, son épouse décédée, la mère de Lucas. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Lisez la lettre », insista Yvonne. « Ta » à voix haute.
Jacques déplia lentement le papier fragile, les yeux écarquillés d'incompréhension. Puis il commença à lire, sa voix à peine audible. « Mon cher Jacques, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je t'ai menti toute notre vie. Lucas n'est pas ton fils biologique. » Un halètement collectif parcourut l'assistance. Son véritable père est Bernard Beaulieu, avec qui j'ai eu une brève liaison avant notre mariage. Je n'ai jamais eu le courage de te l'avouer. Pardonne-moi, Claire. Lucas chancela, comme frappé physiquement par cette révélation. Aurélie, figée sur place, fixait alternativement Lucas et Jacques, l'horreur se peignant progressivement sur son visage. « C'est impossible, balbutia-t-elle. Lucas serait mon demi-frère. » La cathédrale explosa en un tumulte de voix choquées, des flashs crépitèrent. Le scandale promettait d'être retentissant, bien plus que celui qu'Aurélie et Lucas avaient prévu de déclencher. Jacques, livide, fixait la photographie jointe à la lettre. Claire et Bernard, enlacés, des décennies plus tôt, dans sa poitrine, une douleur fulgurante se déploya soudain. Il porta la main à son cœur, vacilla, puis s'effondra. « Père !» s'écria Lucas, se précipitant vers lui, mais Jacques Duvivier ne l'entendait déjà plus. Le destin venait de rendre sa justice d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Le chaos régnait dans la cathédrale. Jacques Duvivier gisait au pied de l'autel, entouré de médecins présents parmi les invités qui tentaient désespérément de le ranimer. Lucas, agenouillé près de son père, ou de l'homme qu'il avait toujours cru être son père, fixait son visage livide avec une expression indéchiffrable. Aurélie, paralysée par l'horreur, ne pouvait détacher son regard de cette scène. Son esprit tournait à vide, incapable d'assimiler la révélation d'Yvonne. Lucas serait le fils de son propre père. Cela signifiait-il qu'elle était tombée amoureuse de son demi-frère? Une nausée violente la saisit. D'un pas chancelant, elle recula jusqu'à heurter une colonne contre laquelle elle s'appuya, cherchant désespérément à reprendre son souffle. « Écartez-vous !» ordonna un médecin aux invités qui se pressaient autour du corps de Jacques. « Il a besoin d'air !» Mais les yeux vitreux du magnate ne voyaient déjà plus rien de ce monde. Les manœuvres de réanimation se poursuivaient mécaniquement, sans réel espoir. Yvonne s'approcha d'Aurélie, le visage empreint d'une gravité solennelle. « Qu'as-tu fait ?» murmura Aurélie, bouleversée. Ce n'était pas le plan. La vérité devait éclater, toute la vérité, répondit la vieille gouvernante. Mais Lucas, mon frère, les mots s'étranglaient dans sa gorge. Au même moment, une équipe médicale d'urgence pénétra dans la cathédrale, se frayant un chemin parmi les invités en état de choc. Mais leurs efforts seraient vains. Jacques Duvivier, terrassé par une crise cardiaque foudroyante, venait de s'éteindre devant 300 témoins. Un journaliste audacieux mitraillait déjà la scène, tandis que d'autres s'empressèrent de quitter l'église pour transmettre l'information. Le scandale serait à la une de tous les médias le soir même. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière bruissait d'activité. Dans une salle d'attente privée, Lucas était assis, immobile, le regard fixé sur le mur blanc devant lui. Son smoking de mariée, désormais froissé, contrastait cruellement avec la réalité brutale qui venait de s'abattre sur lui. Aurélie hésita à l'entrée de la pièce, ne sachant comment l'approcher. Que dire à l'homme qu'on aime quand on vient d'apprendre qu'il pourrait être votre frère? Quels mots pourraient apaiser la douleur d'avoir perdu un père, tout en découvrant qu'il n'était peut-être pas réellement le vôtre? Les médecins disent que c'était inévitable, murmura-t-elle finalement en s'avançant. Son cœur était déjà très fragilisé. Lucas ne répondit pas immédiatement, son regard toujours perdu dans le vide. « Savais-tu pour cette lettre ?» demanda-t-il enfin, sa voix à peine audible. « Non », répondit sincèrement Aurélie. Yvonne ne m'en avait rien dit. Le silence retomba, lourd de non-dits et de questions sans réponse. « Et maintenant ?» demanda Lucas. Cette simple question contenait tout, leur amour soudain interdit, les révélations sur les crimes de Jacques, l'héritage des Duvivier, le scandale médiatique qui ne manquerait pas d'éclabousser les deux familles. « Je ne sais pas », avoua Aurélie, se laissant tomber sur une chaise à côté de lui. Tout a basculé si vite. Un médecin entra, interrompant leur conversation. « Monsieur Duvivier, les formalités sont terminées. Vous pouvez disposer du corps de votre père. » Lucas hocha mécaniquement la tête. Le médecin hésita, puis ajouta « Les analyses toxicologiques préliminaires ont révélé quelque chose d'étrange. Votre père avait sur lui une seringue contenant une dose létale de benzolaxine. »
le médicament au cœur du scandale Duvivier Pharmaceuticals. Aurélie et Lucas échangèrent un regard stupéfait. « Vous voulez dire qu'il allait ?» balbutia Lucas. « Nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives, » tempéra le médecin. « Mais la police souhaiterait vous parler. » Après son départ, Lucas se tourna vers Aurélie, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Il comptait te tuer, avec le même produit qui a causé la mort des patients que tes parents voulèrent défendre. » La réalisation les frappa simultanément. Si Jacques avait eu l'intention d'assassiner Aurélie pendant la cérémonie, c'était la preuve définitive de sa culpabilité dans le meurtre des Beaulieu. À l'extérieur de l'hôpital, une horde de journalistes attendait. Le scandale avait explosé avec une violence inouïe. L'héritière Beaulieu ressuscitée. Le patriarche Duvivier mort en plein mariage, les accusations de meurtre, la révélation d'une possible parenté entre les fiancés, l'affaire réunissait tous les ingrédients d'un feuilleton médiatique sans précédent. Mademoiselle Beaulieu, quelle preuve avez-vous contre Jacques Duvivier? Monsieur Duvivier, allez-vous soumettre à un test ADN pour vérifier si vous êtes réellement le fils de Bernard Beaulieu? Est-il vrai que vous avez conspiré ensemble pour piéger Jacques Duvivier? Les questions fusaient de toutes parts, tandis qu'ils tentèrent de rejoindre la voiture qui les attendait, protégée par un cordon de sécurité. « Ah, pas de commentaires !» répétait mécaniquement Lucas, guidant Aurélie à travers la foule. Une fois à l'abri dans la voiture, Aurélie fondit en larmes, des larmes longtemps retenues, qui mêlaient soulagement, horreur, confusion et épuisement. « Je voulais justice !» sanglota-t-elle. « Pas ça !» Lucas hésita, puis posa maladroitement une main sur son épaule, un geste qui, quelques heures plus tôt, aurait été celui d'un amant, mais qui désormais était empreint d'incertitude. « Nous devons savoir », dit-il doucement. « Si nous sommes réellement… » Il ne put terminer sa phrase, mais Aurélie comprit. L'ADN, la vérité, l'ultime masque à faire tomber. Cette lettre est un faux. Yvonne, assise dans le salon de la demeure Duvivier, fixait le sol, évitant le regard accusateur d'Aurélie. « Comment as-tu pu faire ça ?» s'écria cette dernière. « Tu as détruit nos vies. »« J'ai fait ce que je devais faire », répondit la vieille gouvernante, une étrange lueur dans les yeux. Pour protéger la dynastie Duvivier, Lucas, qui observait la scène en silence, s'avança lentement. « Pourquoi, Yvonne, vous m'avez pratiquement élevée. Pourquoi me faire croire une telle horreur ?» La vieille femme leva enfin les yeux. Et ils y découvrirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, une passion dévorante. « J'ai servi Jacques Duvivier pendant 40 ans, murmura-t-elle. Je l'ai aimé en silence pendant tout ce temps. Cette confession inattendue les laissa sans voix. Il ne m'a jamais vraiment vue, poursuivit Yvonne, sa voix tremblant d'émotion contenue. Mais j'étais là, toujours. J'ai consolé Lucas quand sa mère est morte. J'ai géré cette maison comme si c'était la mienne. » Elle fixa Aurélie avec une intensité troublante. « Quand j'ai découvert ce que Jacques avait fait au Beaulieu, j'ai été horrifiée, mais je n'ai pas pu le dénoncer. Alors j'ai décidé de t'aider, Aurélie, pour que justice soit faite, d'une certaine façon. Mais la lettre, insista Lucas, un dernier acte de loyauté, expliqua Yvonne. Quand j'ai compris que vous alliez détruire publiquement l'empire Duvivier, j'ai fabriqué cette lettre. Je pensais que la révélation d'une possible relation incestueuse vous empêcherait de vous marier et sauverait la réputation de la famille. » Elle baissa les yeux. Je ne pouvais pas prévoir que Jacques, que son cœur, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Aurélie et Lucas digéraient cette révélation qui changeait. Encore une fois, toute la donne. « Nous ne sommes pas frères et sœurs », murmura finalement Aurélie, comme si elle avait besoin de prononcer ces mots à voix haute pour les rendre réels. « Non », confirma Yvonne. Cette partie était un mensonge. Lucas laissa échapper un soupir qui semblait contenir toute la tension accumulée ces dernières heures. « Et les preuves contre mon père, celles qu'Aurélie a rassemblées, toutes authentiques, » répondit Aurélie. « La seringue que ton père portait sur lui ne fait que les confirmer. » Lucas se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin de la demeure familiale, un jardin qu'il verrait désormais avec des yeux différents. « Mon père était un meurtrier, » dit-il, sa voix étrangement calme. « Il a tué tes parents, il s'apprêtait à te tuer, et aujourd'hui, il est mort, emportant une partie de ses secrets avec lui. » Il se tourna vers Aurélie. « Que veux-tu faire maintenant ?» Elle hésita. Sa vengeance avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Jacques Duvivier était mort, non pas détruit par les révélations qu'elle avait méticuleusement préparées,
mais terrassée par son propre cœur défaillant. La justice qu'elle avait tant désirée avait un goût amer. « La vérité », répondit-elle finalement. « Je veux que la vérité soit connue, pour mes parents, pour les patients qui sont morts à cause de ce médicament. » Lucas hocha lentement la tête. « Alors nous la révélerons ensemble. » Leurs regards se croisèrent. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de masques, juste deux êtres humains confrontés à un héritage d'horreur et de douleur, cherchant un chemin vers la rédemption, à l'extérieur. Les journalistes campaient toujours, avides de la prochaine révélation dans ce qui devenait déjà le scandale du siècle. Les masques étaient tombés, mais le drame, lui, ne faisait que commencer. Les funérailles de Jacques Duvivier se déroulèrent dans une atmosphère glaciale. 3 jours après le drame de la cathédrale, contrairement au faste qui avait caractérisé le mariage avorté, la cérémonie fut sobre, presque austère. Seule une poignée de proches y assistait, tandis qu'à l'extérieur du cimetière du Père-Lachaise, une armée de journalistes guettait le moindre geste des participants. Lucas se tenait droit devant le cercueil, le visage impassible. À ses côtés, ni Aurélie ni Yvonne n'avaient été conviés. Un choix délibéré pour éviter d'alimenter davantage le scandale. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire adieu à Jacques Duvivier », commença le prêtre, visiblement mal à l'aise face à cette assistance clairsemée et au contexte explosif qui entourait le défunt. Les rares invités, quelques membres du conseil d'administration, 2 ou 3 amis de longue date, gardaient les yeux baissés. Le déshonneur qui s'abattait désormais sur le nom des Duvivier était presque palpable. Les révélations se succédaient dans la presse. Falsification de tests cliniques, corruption de fonctionnaires, et désormais, accusation de meurtre prémédité contre les Beaulieu. Lorsque la cérémonie s'acheva, Lucas déposa mécaniquement une rose blanche sur le cercueil avant qu'il ne descende en terre. Une question le torturait. Pleurait-il réellement l'homme qu'il avait appelé père pendant 32 ans, ou la perte de ses propres illusions? Les actions de Duvivier Pharmaceutical ont chuté de 43% depuis les révélations. Le conseil d'administration envisage de changer le nom de l'entreprise. Aurélie éteignit la télévision d'un geste brusque, réfugiée dans un hôtel discret de la rive gauche. Elle tentait d'échapper à la tempête médiatique qu'elle avait elle-même déclenchée. Son téléphone vibra. Un message de Lucas. « C'est fait. Peux-tu me rejoindre à l'endroit habituel ?» L'endroit habituel, son atelier secret, le lieu où, paradoxalement, ils avaient été le plus honnêtes l'un envers l'autre. Malgré tous les mensonges qui entourèrent leur relation, 1 heure plus tard, dissimulée sous une perruque brune et des lunettes de soleil, Aurélie pénétrait dans le loft du 5e arrondissement. Lucas l'attendait, assis sur un tabouret face à une toile inachevée, celle qui représentait Aurélie enveloppée de voiles colorés. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Lucas haussa les épaules. Vide, comme si je ne savais plus qui je suis. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de questions sans réponse. « Les médias te présentent comme une manipulatrice sans scrupules, dit finalement Lucas. Moi la femme fatale qui a orchestré la chute des Duvivier, et toi comme une victime naïve, compléta-t-elle avec amertume. Le fils trompé par son père, et séduit par une vengeresse. La vérité est tellement plus complexe. Elle l'est toujours. » Lucas se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie battait les carreaux, transformant Paris en une aquarelle aux contours flous. « J'ai rencontré le procureur ce matin, » annonça-t-il. « Avec les preuves que tu as rassemblées et la seringue trouvée sur mon père, il va ouvrir une enquête officielle sur la mort de tes parents. » Aurélie sentit un poids se lever de sa poitrine. Enfin, la justice allait suivre son cours. Et Yvonne, elle a tout avoué, soupira Lucas. La lettre falsifiée, son amour pour mon père, c'est presque tragique, d'une certaine façon. Il se tourna vers elle, son regard reflétant une douleur contenue. Mais ce qui est plus tragique encore, c'est que pendant que nous nous déchirons, que les médias se régalent de notre souffrance, personne ne parle des vraies victimes. Les patients, murmura Aurélie, exactement. Ceux qui sont morts à cause de ce médicament que mon père savait dangereux, leurs familles qui n'ont jamais su la vérité. Une détermination nouvelle semblait naître en lui, comme si au milieu des ruines de sa vie, il entrevoyait une possibilité de rédemption. « J'ai pris une décision », déclara-t-il. « Je vais démissionner de mon poste chez Duvivier Pharmaceuticals. » Cette annonce surprit Aurélie. « Mais c'est ton héritage. » Un héritage entaché de sang,
Je ne peux pas diriger cette entreprise en prétendant que rien ne s'est passé, mais je peux utiliser ma position d'actionnaire majoritaire pour exiger des changements profonds. » Il s'approcha d'elle, la regardant directement dans les yeux pour la première fois depuis les révélations. « Et toi, qu'as-tu décidé, maintenant que ta vengeance a abouti, même si ce n'est pas comme tu l'avais prévu ?» Aurélie baissa les yeux. Cette question la hantait depuis des jours. Qu'y avait-il après la vengeance ? Quel sens donner à une vie entièrement construite autour d'un objectif désormais atteint ? « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Pendant 5 ans, je n'ai vécu que pour ça, pour faire payer Jacques, pour honorer la mémoire de mes parents. Et maintenant tu es libre, » compléta doucement Lucas. « Libre d'être enfin toi-même, Aurélie Beaulieu, pas Manon Perrault. » Ces mots résonnèrent en elle avec une intensité inattendue. Être elle-même. Qui était-elle, réellement, sous les couches de mensonges et de manipulation? Cette question la terrifiait presque. Les semaines qui suivirent furent chaotiques. L'affaire du Vivier Beaulieu faisait la une de tous les journaux. Alimentée quotidiennement par de nouvelles révélations, des anciens employés de Duvivier Pharmaceutical sortirent de l'ombre, confirmant les falsifications de données. Des familles de victimes du médicament incriminé intentèrent des procès en cascade. Le scandale s'étendait désormais au ministère de la Santé, où plusieurs hauts fonctionnaires étaient soupçonnés d'avoir été corrompus pour accélérer l'autorisation de mise sur le marché. Au milieu de cette tempête, Lucas et Aurélie suivaient des chemins parallèles, se croisant occasionnellement pour des réunions avec les avocats ou le procureur, mais évitant soigneusement toute discussion sur leurs sentiments. Que restait-il de leur amour, né dans le mensonge mais devenu si réel au fil des mois? Ni l'un ni l'autre n'osait poser cette question. Une certitude s'imposait cependant. Ils étaient liés à jamais par cette histoire, par ce drame qui avait fait basculer leur vie. « Tu es sûr de ta décision ?» demanda François Mercier à Lucas, tandis qu'il partageait un café dans un bistrot discret du 14e arrondissement. Lucas acquiesça. « Absolument. J'ai déjà contacté les laboratoires Beaupharma, ou ce qu'il en reste. Nous allons fusionner les 2 entreprises sous un nouveau nom. Et Aurélie Beaulieu, elle sera impliquée. » La question fit hésiter Lucas. « C'est à elle de décider. » François étudia son ami avec attention. « Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas, malgré tout ce qui s'est passé ?» Lucas détourna le regard. « C'est compliqué. L'amour l'est toujours, » philosopha François, « mais rarement à ce point. » Le journaliste sortit son carnet. « Tu sais que je devrais écrire sur tout ça. C'est l'histoire du siècle. » « Je sais, et je veux que tu le fasses. Que tu dises la vérité, toute la vérité, sur mon père, sur les victimes, sur le système qui a permis ce désastre. » François hocha gravement la tête. « Et sur Aurélie et toi. » Lucas esquissa un sourire triste. « Ça, c'est une histoire qui reste à écrire, dans l'appartement qu'elle avait loué sous un nom d'emprunt. » Aurélie contemplait une proposition qui venait d'arriver par courrier sécurisé. Une offre de Lucas, relancer ensemble les laboratoires Beaupharma, en y intégrant les actifs de Duvivier Pharmaceutical, sous une nouvelle entité dédiée à la transparence et à l'éthique médicale. Cette proposition représentait bien plus qu'une opportunité professionnelle. C'était une main tendue, une possibilité de transformer leur histoire tragique en quelque chose de constructif. Son téléphone sonna. C'était Yvonne, appelant du petit appartement où elle s'était réfugiée depuis les révélations. « Je pars demain », annonça la vieille femme sans préambule. « La France a trop de souvenirs douloureux maintenant. Où iras-tu ? L'Italie, une petite ville sur la côte amalfitaine. J'ai toujours rêvé d'y finir mes jours. » Un silence. Puis Yvonne ajouta doucement « Je suis désolée, Aurélie, pour tout. » Ces simples mots contenaient tant de choses. Des regrets pour la lettre falsifiée, pour les années de silence complice, pour sa loyauté aveugle envers Jacques. « Je sais », répondit simplement Aurélie, après avoir raccroché. Elle resta immobile, fixant la proposition de Lucas. Un nouveau départ était possible, mais était-elle prête à l'accepter ? Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une femme qu'elle commençait tout juste à connaître. Aurélie Beaulieu, sans foulard, sans masque, confrontée enfin à la question la plus difficile. Qui voulait-elle devenir, maintenant que justice avait été rendue ? La réponse ne viendrait pas en un jour, mais pour la première fois depuis 5 ans, elle envisageait l'avenir non plus comme un outil de vengeance, mais comme un espace de possibilités. 6 mois s'étaient écoulés depuis les événements de la cathédrale.
Paris vivait désormais au rythme d'un nouveau scandale, reléguant l'affaire Duvivier-Beaulieu aux pages intérieures des journaux. Seul le procès des anciens dirigeants de Duvivier Pharmaceutical, prévu pour l'année suivante, promettait de raviver momentanément l'intérêt médiatique. Dans les bureaux fraîchement rénovés d'un immeuble du 8e arrondissement, Lucas contemplait la ville depuis la baie vitrée de son nouveau bureau, le logo minimaliste de Nova Santé, l'entité née de la fusion entre les actifs de Duvivier Pharmaceutical et les restes de Beaupharma, brillait discrètement sur le mur derrière lui. Sa secrétaire frappa doucement à la porte. « Le généticien est arrivé, monsieur Duvivier. » Lucas tressaillit légèrement. Il avait envisagé de changer de nom, de se défaire de cet héritage encombrant. Mais quelque chose l'en avait empêché. Peut-être le besoin de se rappeler d'où il venait, même s'il tentait de tracer un chemin radicalement différent. « Faites-le entrer. » Le professeur Ménard, éminent spécialiste en génétique à l'Institut Pasteur, entra avec une démarche mesurée, sous son bras, une enveloppe scellée. « Monsieur Duvivier », salua-t-il sobrement en prenant place dans le fauteuil que Lucas lui désignait. Un silence pesant s'installa. Lucas fixait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe à retardement, ce qui, d'une certaine façon, était le cas. 3 semaines plus tôt, tourmenté par le doute, il avait finalement décidé de savoir. Le test ADN qu'il avait commandé répondrait enfin à la question qui le hantait. Était-il réellement le fils de Bernard Beaulieu? Comme l'affirmait la lettre falsifiée par Yvonne, bien que la gouvernante ait avoué sa supercherie, un doute persistait. Et si elle avait menti sur son mensonge, par loyauté envers Jacques pour procéder au test, Lucas avait fourni son propre ADN et celui d'Aurélie, sa demi-sœur potentielle. Si la lettre disait vrai, leur profil génétique révélerait une parenté au premier degré. Les résultats sont formels, déclara enfin le professeur Ménard, lui tendant l'enveloppe. Il n'y a aucun lien de parenté entre vous et mademoiselle Beaulieu. Lucas sentit un poids immense se soulever de sa poitrine. Ces mots confirmaient ce qu'Yvonne avait finalement avoué. La lettre était un faux, une ultime manipulation pour empêcher leur union. « En êtes-vous certain ?» demanda-t-il néanmoins, ayant besoin d'entendre cette confirmation une fois de plus. « Absolument », affirma le scientifique. « J'ai personnellement supervisé les analyses. Vous ne partagez aucun marqueur génétique spécifique indiquant une parenté au premier ou même au second degré. » Lucas hocha lentement la tête, absorbant cette information qui changeait, encore une fois, les contours de sa réalité. « Je vous remercie, professeur. » Après le départ du généticien, Lucas resta longtemps immobile, l'enveloppe contenant les résultats posés devant lui. Cette vérité scientifique ouvrait la porte à des possibilités qu'il avait presque renoncé à envisager. Aurélie avait choisi un petit café discret du Marais pour cette rencontre impromptue avec Yvonne, la vieille gouvernante, qui devait partir pour l'Italie le lendemain, avait insisté pour la voir une dernière fois. « Tu as maigri », constata Yvonne en s'asseyant face à elle. Aurélie haussa les épaules. Ces derniers mois ont été intenses. Un euphémisme pour décrire le chaos émotionnel qui avait suivi les révélations, les interviews incessantes, les dépositions au tribunal, la gestion des actifs familiaux récupérés après un âpre combat juridique, et surtout, cette étrange collaboration à distance avec Lucas pour créer Nova Santé. J'ai appris pour le test ADN, dit doucement Yvonne. Aurélie ne put cacher sa surprise. Comment ? J'ai encore quelques contacts. La vieille femme esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je suis soulagée que la vérité soit enfin établie. Ma manipulation a causé assez de dégâts. Pourquoi l'as-tu fait, Yvonne ? Vraiment ? La question flottait entre elles depuis des mois, malgré les explications déjà fournies. Yvonne soupira, ses mains ridées, jouant nerveusement avec la serviette en papier. Au début, je voulais t'aider à obtenir justice. Je te le jure, j'avais été témoin silencieuse des manœuvres de Jacques pour détruire les Beaulieu. Ma loyauté envers lui m'a empêchée d'intervenir. Mais quand tu m'as contactée, elle s'interrompit, cherchant ses mots. Mais au fil du temps, en voyant votre amour grandir, j'ai réalisé que tu ne cherchais plus seulement la vengeance. Tu tombais amoureuse de Lucas, et lui de toi. Et ça te dérangeait ? Demanda doucement Aurélie. Pas au début, mais quand j'ai compris que vous alliez révéler publiquement les crimes de Jacques, Yvonne baissa les yeux. Malgré tout ce qu'il avait fait, une partie de moi l'aimait encore. Je ne pouvais supporter l'idée de le voir publiquement déshonoré. La lettre était un acte désespéré pour empêcher ce mariage. Pour stopper cette révélation qui allait détruire sa réputation posthume, elle releva la tête, ses yeux embués de larmes. C'était égoïste et cruel,
Je vous ai fait croire que vous étiez frères et sœurs, vous infligeant une douleur inimaginable. Je n'ai aucune excuse. » Aurélie tendit la main par-dessus la table, saisissant celle d'Yvonne dans un geste qui surprit cette dernière. « Tu as été la seule famille qui me restait pendant 5 ans, » dit-elle doucement. « Sans toi, je n'aurais jamais survécu à l'accident, jamais découvert la vérité. Tes choix étaient discutables, mais je comprends cette loyauté déchirée. » Les 2 femmes restèrent ainsi, mains liées, dans un silence qui valait mieux que toutes les paroles. Finalement, Yvonne sortit une petite boîte de son sac, une dernière chose avant de partir, quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps. Aurélie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le journal intime de ton père, » répondit Yvonne. « La version numérisée. Il y consignait tout. Ses recherches, ses soupçons sur Jacques, mais aussi ses pensées les plus personnelles. » Aurélie fixait la clé, stupéfaite. « Tu avais ça depuis tout ce temps. Jacques m'avait ordonné de vider le bureau de ton père après l'accident. J'ai sauvé ce que j'ai pu. Je pensais te le donner quand tout serait terminé, mais rien n'est jamais vraiment terminé, n'est-ce pas ?» compléta Aurélie. Ce soir-là, seule dans son appartement, Aurélie brancha la clé USB sur son ordinateur. Des centaines de fichiers apparurent. Notes de recherche, photos, mais surtout, un journal méticuleux que son père avait tenu pendant des années. Elle parcourut les entrées, revivant à travers les mots de Bernard Beaulieu des moments de son enfance, des réflexions sur l'industrie pharmaceutique, l'évolution de son amitié avec Jacques puis leur rivalité croissante. Mais une entrée en particulier attira son attention, datée de quelques semaines avant l'accident fatal. « Je ne peux plus garder ce secret. Suzanne insiste pour que nous parlions à Aurélie de la vérité sur Lucas. Comment lui dire que le fils de Jacques est en réalité… » Aurélie se figea, relisant plusieurs fois cette phrase inachevée. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son pouls résonner dans ses oreilles. Fiévreusement, elle parcourut les entrées suivantes, cherchant une explication, un indice, n'importe quoi qui pourrait éclairer cette révélation partielle. Mais son père n'y revenait pas, comme s'il avait délibérément évité le sujet dans ses écrits ultérieurs. Que voulait-il dire ? Lucas était-il vraiment le fils de Bernard, comme l'avait prétendu la lettre falsifiée ? Mais alors, pourquoi le test ADN démontrait-il le contraire ? À moins que… Une pensée vertigineuse traversa son esprit. Et si la vérité était encore plus complexe que tout ce qu'ils avaient imaginé ? Son téléphone vibra, l'arrachant à ses réflexions. Un message de Lucas. « Nous devons parler, j'ai les résultats du test. » Aurélie fixa l'écran de son ordinateur, puis son téléphone. Devait-elle lui parler de cette découverte ? Ou attendre d'en savoir plus ? De comprendre ce que son père avait voulu dire ? Après tout ce qu'ils avaient traversé, méritait-il enfin la vérité complète, quelle qu'elle soit, ou certains secrets devaient-ils rester enterrés ? Sa décision pourrait tout changer. Encore une fois, 1 an jour pour jour après le mariage avorté, Aurélie se tenait devant l'immeuble flambant neuf qui abritait la fondation Beaulieu du Vivier. Le bâtiment moderne, tout en verre et en acier, contrastait avec l'architecture haussmannienne du quartier, un symbole de renouveau au milieu de la tradition. Elle inspira profondément, avant de franchir les portes automatiques. Depuis leur dernière rencontre, 6 mois plus tôt, Lucas et elle avaient maintenu une communication strictement professionnelle. Email formel, vidéoconférence en présence d'autres collaborateurs, tout pour éviter de se retrouver seuls face à face. Aujourd'hui, cette distance soigneusement orchestrée allait prendre fin. À la réception, une jeune femme l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Beaulieu, Monsieur Duvivier vous attend dans son bureau. » Dernier étage. L'ascenseur l'emporta silencieusement vers le sommet de l'immeuble, à travers les parois transparentes. Paris se dévoilait progressivement. Cette ville qui avait été le théâtre de tant de drames, et qui pourtant continuait sa vie imperturbable, la fondation, financée par les fonds personnels de Lucas et d'Aurélie, avait été créée pour venir en aide aux victimes d'accidents ayant besoin de chirurgie reconstructive, une façon pour eux de transformer leur histoire tragique en quelque chose de positif. Lorsque les portes s'ouvrirent, Aurélie aperçut immédiatement Lucas, debout près d'une immense baie vitrée. Il se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis cette soirée bouleversante où elle lui avait montré le mystérieux passage du journal de son père. « Bonjour, Aurélie », dit-il simplement, sa voix trahissant une émotion contenue. « Lucas ». Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits, de questions en suspens.
de sentiments réprimés. La fondation est magnifique, dit-elle finalement, brisant ce silence pesant. Tu as fait un travail remarquable. Il esquissa un sourire. Nous avons fait ce travail, même à distance. Tes idées ont façonné ce lieu. Il lui fit signe de le suivre. Sur le mur de son bureau, encadré sobrement, se trouvait un objet qu'Aurélie reconnut immédiatement. Le voile qu'elle avait porté pendant des mois, dissimulant son visage au monde entier. « Tu l'as gardé ?» murmura-t-elle, surprise. Il me rappelle que derrière chaque masque se cache une vérité, parfois douloureuse, parfois libératrice. Aurélie s'approcha du voile, effleurant le cadre du bout des doigts. C'était le voile de mariage de ma mère, révéla-t-elle doucement. La seule chose qui a survécu à l'accident avec moi, je l'avais emporté pour le faire nettoyer. C'est pourquoi il n'était pas dans l'avion. Lucas la regarda avec une intensité nouvelle. Tu ne me l'avais jamais dit. Il y a beaucoup de choses que nous ne nous sommes pas dites. Ils s'assirent face à face, séparés par un bureau en bois clair. Sur celui-ci, un dossier portant l'entête d'un laboratoire génétique réputé. Les généticiens ont terminé leurs analyses, annonça Lucas. C'était compliqué d'obtenir l'ADN nécessaire. Aurélie sentit son cœur s'accélérer. Après la découverte du passage énigmatique dans le journal de son père, ils avaient décidé d'aller plus loin que le simple test comparant leurs ADN respectifs. Il fallait comprendre ce que Bernard Beaulieu avait voulu dire. Lucas ouvrit le dossier. Quand j'ai lu ce passage du journal de ton père, ma première réaction a été la confusion. Le test initial était formel. Nous ne sommes pas liés génétiquement. Pourtant, ton père semblait suggérer le contraire. Alors j'ai demandé quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, poursuivit-il. J'ai fait exhumer le corps de Jacques pour un prélèvement ADN, et celui de ma mère. Il prit une profonde inspiration. Les résultats sont sans appel. Jacques Duvivier n'était pas mon père biologique. Aurélie ferma les yeux, assimilant cette révélation qui confirmait une partie de leurs soupçons. Mais voilà où tout se complique, continua Lucas. Bernard Beaulieu n'était pas non plus mon père. Elle rouvrit les yeux, stupéfaite. Quoi ? Mais alors ? Ma mère a eu une liaison, oui, mais pas avec ton père. Lucas poussa le dossier vers elle. Avec un homme dont l'identité restera probablement à jamais inconnue. Un rire nerveux échappa à Aurélie. Toute cette histoire, la lettre falsifiée d'Yvonne, elle avait raison sur un point. Jacques n'était pas ton père biologique, mais elle s'est trompée sur l'identité du vrai père. Et ton père savait, compléta Lucas, il voulait me parler de ma véritable filiation. Peut-être ma mère s'était-elle confiée à lui et Suzanne. C'est possible. Ils étaient proches avant que la rivalité professionnelle ne détruise leur amitié. Un silence s'installa à nouveau, mais différent cette fois, plus léger, comme si un poids invisible s'était dissipé. Pendant 1 an, nous avons vécu dans la crainte d'être frères et sœurs, puis dans l'incertitude, murmura Lucas. Et maintenant, nous savons, compléta doucement Aurélie. Leurs regards se croisèrent, et dans celui de Lucas, elle put lire la question qu'il n'osait formuler. Ces sentiments qu'ils avaient été réprimés, refoulés, niés, étaient-ils encore vivants? Aurélie se leva et s'approcha de la fenêtre. Le soleil commençait à décliner, teintant Paris d'une lumière dorée. « Je pars demain pour l'Europe de l'Est », annonça-t-elle. « Plusieurs hôpitaux sont intéressés par notre programme de chirurgie reconstructive. » Lucas la rejoignit, gardant une distance respectueuse. Pour combien de temps? 3 semaines, peut-être plus. Un billet d'avion dépassait de son sac. Lucas l'aperçut et un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Tu as déjà tout prévu. » Aurélie sortit l'enveloppe et la lui tendit. « Regarde mieux. » Il prit le billet, confus. Puis ses yeux s'élargirent en réalisant qu'il y en avait 2. « Je me suis dit que la fondation serait mieux représentée par ses 2 fondateurs, » expliqua-t-elle, une hésitation perceptible dans sa voix. « Mais je comprendrai que tu ne veuilles pas. »« Je viendrai, » l'interrompit-il. « Bien sûr que je viendrai. » Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Une tension qui s'était dissipée, remplacée par une nouvelle forme d'énergie, vibrante, pleine de possibilités. « Nous avons tant sacrifié, » murmura Lucas. « Tant perdu, notre innocence, nos illusions, une partie de nous-mêmes, mais nous avons gagné autre chose, » répondit Aurélie. « La vérité, la justice, et cette fondation qui aide ceux qui, comme moi les prétendus, portent des cicatrices visibles ou invisibles.
Elle fit un pas vers lui, réduisant la distance qui les séparait. Les cicatrices finissent par guérir. Lucas, elles laissent des traces, mais elles guérissent. Et nous, demanda-t-il doucement, pouvons-nous guérir aussi? Pour toute réponse, Aurélie prit sa main. Ce simple contact, le premier depuis 1 an, contenait plus de promesses que tous les mots du monde. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en ce matin ensoleillé. Aurélie, en file d'attente pour l'enregistrement, consultait nerveusement sa montre. Lucas était en retard. Une jeune mère avec un enfant dans les bras se tenait derrière elle, visiblement anxieuse. L'enfant, âgé d'environ 2 ans, portait des traces de brûlures sur le visage, de récentes greffes de peau. « Probablement, c'est votre premier voyage en avion », demanda gentiment Aurélie à la mère. « Oui », répondit celle-ci, surprise par cette attention inattendue. « Nous allons à Budapest, pour une consultation avec un chirurgien spécialisé. » Le regard d'Aurélie s'adoucit. « Notre fondation travaille justement avec cet hôpital. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle lui tendit sa carte, que la jeune mère accepta avec gratitude. À cet instant, Lucas apparut, légèrement essoufflé. Désolé du retard, un dernier appel avec le conseil d'administration. Il remarqua la femme et l'enfant, et son regard s'illumina d'une compréhension immédiate. Sans hésitation, il s'approcha, se présentant avec une simplicité désarmante. Aurélie les observait, émue par cette scène qui résumait tout ce qu'ils avaient accompli, et tout ce qu'ils pouvaient encore accomplir ensemble. Lorsque vint leur tour d'enregistrer, Aurélie fit un geste qui surprit Lucas. Elle tendit ses 2 billets à l'agent, puis se tourna vers la jeune mère. « Prenez nos places. Le prochain vol est dans 3 heures. »« Nous le prendrons. » La femme protesta. Mais Aurélie fut inflexible. « Notre chirurgien vous attendra à l'aéroport de Budapest. Il s'appelle Deher Kovács. Dites-lui que vous venez de notre part. » Après le départ de la mère et l'enfant, Lucas regarda Aurélie avec un mélange d'admiration et de tendresse. « Tu ne cesseras jamais de me surprendre, n'est-ce pas ?» Elle sourit, ce sourire lumineux qu'elle avait si longtemps caché derrière un voile. « Nous avons 3 heures à tuer, » dit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens, « et toute une vie pourrait apprendre à nous connaître, sans masque, sans mensonge. » Le voile de la mariée, désormais encadré dans le bureau de la fondation, ne symbolisait plus une tromperie ou une vengeance. Il était devenu le témoin silencieux d'une transformation, celle de 2 âmes qui, à travers la douleur et la vérité, avaient trouvé leur véritable raison d'être. Les masques étaient définitivement tombés, révélant non pas des visages parfaits, mais des êtres humains avec leurs cicatrices, leurs failles et leur extraordinaire capacité à renaître des cendres de leur passé.